Israël est de nouveau en guerre avec l'Iran après que le régime et ses groupes mandataires ont tiré des missiles balistiques sur Israël la nuit dernière. Voici ce que vous avez manqué. Bienvenue à nouveau à tous sur le plateau. Et encore une fois, nous sommes en mode guerre ici. Et c'est pourquoi mes formidables co-animatrices sont toutes chez elles, là où elles vivent, y compris notre invitée spéciale cette semaine, Lily Mou, qui est notre experte iranienne et qui suit de très près ce qui se passe actuellement en Iran. Alors Lily, je vais commencer avec toi. Les bombardements ont repris cette nuit. Nous nous réfugions tous dans des abris. La République islamique affirme que c'est parce qu'Israël a attaqué Daïa, qui est essentiellement le principal fief des terroristes du Hezbollah au Liban. Ils font tout leur possible pour lier ces deux conflits, justement au moment où ils avançaient, ou non, vers des négociations. Mais plus important encore, Lily, je veux que tu nous ramènes à ce week-end, car quelque chose se passait en Iran avant que toute cette histoire ne commence. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu entendais? Bien, bonjour et shalom, Fleur. Mesdames, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que vous êtes toutes en sécurité. Le bruit des missiles dans votre magnifique pays doit être très perturbant. Je l'ai entendu, j'y étais. Tout d'abord, les étudiants iraniens sont de nouveau descendus dans la rue. Le régime tremble, c'est le cas. Pendant la coupure d'Internet, tant de choses se sont passées en Iran que le monde ignorait. Et il y avait cette idée qu'il n'y avait que le néant et le silence en Iran, des gens effrayés enfermés chez eux et personne n'osant sortir contre le régime. Ce qui s'est réellement passé en Iran, c'est que les Iraniens ont senti un élan plus fort que jamais, surtout en tenant compte de ce qui s'était passé 3 mois avant le début de cette campagne de bombardement contre le régime. Après le massacre de janvier, qui a eu lieu exactement il y a 180 jours en ce moment, nous avons 3 jours où ces journées se répètent, 180 jours 3 fois qui se répètent, dans la mémoire de nos proches et amis encore en vie. S'effondrer soudainement au sol, aller à l'hôpital pour récupérer nos proches, voir des blessures par balle entre leurs yeux. Et ce que ce régime attendait, c'était un silence total et la chute du peuple iranien. Ce qui s'est passé, c'est un soulèvement sans précédent qui s'est poursuivi à travers la diaspora. Et tandis que les Iraniens étaient tenus en joue en Iran, la mission de sauvetage en cours leur a donné de l'espoir. Et au plus fort de la sécurité et de la répression du régime, les forces de sécurité, dans leur brutalité, sont venues arrêter 20 000 personnes en une seule journée en les accusant d'être des agents du Mossad. Les gens n'ont pas arrêté. Et maintenant que l'Internet est revenu, les Iraniens ont vu ce que nous avons fait. Nous avons vu ce qu'ils ont fait. Et le courage s'est ravivé d'une manière telle que des étudiants dans les universités se sont rassemblés dans certaines des plus grandes universités, y compris Ispahan, et même des lycéens sont descendus dans la rue et ont appelé à un changement de régime. Et ils ont dit Javid, Javid, encore une fois. Ils ont dit Président Trump, restez sur la bonne voie. Ils ont dit Israël, frappez-les, on s'en occupe. Donc, la raison pour laquelle le régime a décidé de prendre le 100e jour de la mort de leur petit Mollah, qui n'est même pas encore enterré, n'oublions pas que cet homme a fait en sorte que les étudiants iraniens, les familles iraniennes qui ont été abattues il y a exactement 100 jours aujourd'hui, n'aient pas droit à des funérailles. C'est extrêmement. D'abord, il devrait l'enterrer. Ce serait aussi une bonne façon de se débarrasser de quelques extrémistes. Mais Émilie, pourquoi penses-tu que ce choix de moment a lieu maintenant? Penses-tu que ce qui semble être, je ne sais pas si je suis d'accord, mais je veux te demander, Émilie, car tu as des idées sur le sujet, mais ce qui semble être le désespoir du gouvernement américain à conclure un accord, même si je ne suis toujours pas sûre que tout cela soit du théâtre ou que ce soit réel. Mais supposons que la République islamique ait perçu les Américains comme voulant vraiment, vraiment conclure un accord, auquel cas ils ont pris de l'assurance et deviennent de plus en plus audacieux. Ils ont été écrasés avant la fin du soi-disant cessez-le-feu. Maintenant, ils osent de nouveau en attaquant Israël avec 11 missiles balistiques. Comment vois-tu ça, Émilie?
Oui, eh bien, je veux dire, je pense qu'à cette heure-ci où nous tournons, je crois qu'on en est à une vingtaine de missiles balistiques ou quelque chose comme ça. Mon Dieu. Il y a eu plusieurs vagues de missiles contre Israël. Mais évidemment, c'était ce qui allait arriver. Chaque fois que vous apaisez ce régime, de quelque manière que ce soit une administration américaine de droite ou de gauche, le résultat est le même. Chaque fois qu'ils reçoivent une concession, ils redoublent d'efforts en réponse. Si Israël n'avait pas réagi, ils auraient sûrement recommencé. À leur place, je ferais sans doute pareil. Oui, C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est la seule façon dont ils ont pu se maintenir jusqu'à présent. Et je ne dis pas ça comme un compliment, mais oui. ça fonctionne effectivement pour survivre, du moins pour certains d'entre eux. Et c'est un vrai problème. Et je pense que ce que nous voyons maintenant est le résultat d'un manque de prévoyance de l'administration américaine. C'est constant dans la politique étrangère américaine depuis des décennies. Droite et gauche ne comprennent pas le Moyen-Orient. Et en même temps, ils veulent s'ingérer et veulent avoir leur mot à dire dans tout. Au lieu de laisser Israël faire réellement le travail qui doit être fait et de donner à Israël tout son soutien, parce qu'Israël sait comment gérer un ennemi comme la République islamique. Et à chaque étape, le président Trump, pour une raison ou une autre, qu'elle soit légitime ou non, d'accord, je ne vais même pas entrer dans ce débat. Il a empêché Israël de continuer à plusieurs reprises. Il appelle même maintenant Israël et la République islamique à arrêter de se tirer dessus. Ce n'est pas la bonne réponse. Cette réponse envoie un signal, elle encourage le régime. Cela indique au régime qu'il peut poursuivre ses attaques contre les alliés des États-Unis, comme Israël ou d'autres États arabes du Golfe Persique. Je viens juste d'avoir le président Trump au téléphone, qui suit la situation en évolution dans toute la région. Il m'a dit ce que je suggérerais à l'Iran. Vous avez tiré vos missiles, ça suffit. Retournez à la table des négociations et concluez un accord. Je lui ai parlé des premières frappes de la FDI qui ont eu lieu plus tôt aujourd'hui. Il m'a dit qu'elles n'avaient pas été coordonnées avec les États-Unis. Je lui ai demandé sa réaction aux frappes israéliennes contre le Hezbollah à Beyrouth et Trump a répondu « Je ne suis pas content de cela ». Ce comportement n'est pas acceptable. Cela ne devrait pas être acceptable pour le président des États-Unis, puisque tous ces pays sont attaqués par la même entité, que ce soit par des groupes terroristes agissant pour son compte comme les Houthis et le Hezbollah, ou directement par la République islamique. Donc, c'est vraiment mal avisé. Et une chose de plus avant que je me taise, que je veux ajouter à propos des vidéos qui sont sorties après le rétablissement d'Internet. Je précise que c'est seulement partiellement rétabli. L'accès à Internet reste très filtré et pose encore beaucoup de problèmes. Même lors du tir de missiles sur Israël la nuit dernière, la République islamique a coupé Internet dans ces zones. Je ne sais pas si l'accès a été rétabli, mais je sais qu'il le faisait. Mais les images que nous avons vues n'ont fait que réaffirmer le fait que le peuple iranien est très, très uni, plus que jamais, sur ce qu'il veut voir se produire et sur la personne qu'il souhaite voir diriger la transition. Une seule personne voit son nom scandé dans les rues, le prince héritier Reza Pahlavi. Et il est franchement absurde que l'Occident se soit donné tant de mal pour éviter d'apporter son soutien à Reza Pahlavi alors qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de Delcy Rodriguez, d'accord? Ce n'est pas le Venezuela. Il n'y aura pas de solution venant de l'intérieur du régime. Et même s'il y en avait une, le peuple ne l'accepterait pas. Ce sera un chaos total jusqu'à la chute de ce régime. C'est vraiment la seule option et ils doivent accepter la réalité. Si les États-Unis refusent, qu'ils se retirent et laissent Israël finir le travail. Je veux dire, je suis d'accord avec tout ce que tu dis si c'est vraiment ce que les Américains prévoient. Mais d'une certaine manière, je veux accorder le bénéfice du doute à Trump parce que Shoshana n'a-t-il pas fait plus que n'importe quel autre président au cours des dernières décennies en ce qui concerne la République islamique? Il a été très clair sur le fait qu'il ne veut pas qu'ils aient des armes nucléaires. Il a été très clair sur le fait qu'il va, enfin, tu sais, beaucoup de choses relèvent de la fanfaronnade, mais il dit je vais vous détruire. Il a justement dit hier, avant le bombardement, il a dit eh bien, soit on va conclure un accord, soit on va repartir en guerre. À ton avis, Shoshana, devrions-nous accorder plus le bénéfice du doute à Trump? Tu sais, c'est une excellente question, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu toujours la même pièce se rejouer. On va s'en prendre au Hamas, on va frapper le Hamas, on va éliminer le Hamas existe toujours, on va s'en prendre au Hezbollah, on va frapper le Hezbollah, on va éliminer le Hezbollah. Le Hezbollah continue de tuer dans le nord d'Israël et de tirer. Nous allons attaquer l'Iran et les faire tomber, mais nous n'avons conclu aucun de ces accords. Je me demande donc pourquoi nous continuons. À faire la même erreur, au final, Ils font tous partie du régime iranien. n'est-ce pas? Donc, si on veut vraiment éliminer le Hamas et le Hezbollah, il faut en finir avec le régime iranien.
Je sais que c'est difficile. Et j'ai l'impression que pour les Américains, la politique, c'est très compliqué, tu sais, parce qu'ils sont tellement éloignés de tout ça. Ça ne les affecte pas du tout. Donc pour eux, c'est comme si tu devais t'asseoir et leur expliquer pendant au moins 20 minutes la situation géopolitique pour qu'ils comprennent comment ça les impacte, jusqu'à ce qu'ils commencent à le ressentir à la station-service. Donc, honnêtement, tu vois, Trump est le bénéfice du doute. Au final, il reste le président américain. Donc, si son peuple est contre et qu'il ne termine pas ça une bonne fois pour toutes avec une frappe décisive, je ne sais vraiment pas ce qu'il va faire parce que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Tu ne peux pas partir, partir, revenir. Ce n'est tout simplement pas le bon ennemi pour ça. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que les États-Unis remplissent un rôle vraiment important dans la conversation politique mondiale. Je ne sais pas si cela signifie que les États-Unis doivent toujours intervenir et jouer les policiers du monde. Mais quand il s'agit de prendre position contre le Troisième Reich de notre époque, contre le régime responsable du plus grand nombre d'attentats terroristes, du plus grand nombre de financements, de victimes au Moyen-Orient et au-delà que toute autre entité, y compris les organisations terroristes, dont beaucoup sont en réalité sous leur contrôle. Je crois qu'il y a une obligation qui impacte le peuple américain plus qu'il ne le pense. Nous devons absolument engager une forme d'éducation pour qu'ils comprennent, car l'impact réel en ce moment, c'est la subversion. Absolument. Absolument. Je pense que les États-Unis ont une obligation morale en tant que pays, au regard de ce qu'ils représentent, d'agir dans cette situation. Je pense que cela a été accentué par le fait que le président Trump avait déjà tenu ses propos. Il s'en est servi pour s'impliquer dès le départ, appelant aussi les Iraniens à rester dans les rues. Et je pense que cela implique une responsabilité et que nous devons l'obliger à en répondre. Et je pense aussi que ce qu'il a fait pour nuire à la dissuasion des États-Unis est extrêmement dangereux. Ce qu'il a été prêt à tolérer met en danger la vie des Américains partout dans le monde. Les précédents qu'il a créés sont absolument inacceptables. Peut-être joue-t-il aux bons flics, mauvais flics, mais cela a des répercussions et des conséquences imprévues. Celle-ci en est une. Et je pense qu'à moins qu'il n'y ait un revirement majeur, ce que j'espère vraiment, j'adorerais me tromper, mais je n'ai pas encore vu cela. Et vous savez, j'ai dit la même chose après le cessez-le-feu à Gaza et le cessez-le-feu au Liban, ou les cessez-le-feu, peu importe. Je ne sais même plus ce que ce mot veut dire. Mais rien n'a vraiment changé dans l'équation. Donc, on continue d'attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé de l'administration Trump. Cela dit, il a déjà utilisé ce genre de ruse auparavant. Et nous avons été critiques jusqu'au moment où il s'est lancé. Et ensuite, nous pensons qu'il a semé la confusion chez l'ennemi. Hier, il a parlé au journaliste israélien d'Axios, Barak Ravid, et lui a dit « Bibi ferait mieux de ne pas attaquer ». Et ensuite, il a eu une conversation avec Bibi et apparemment, il a donné à Bibi la liberté de faire ce que nous devions faire. Nous ne savons pas si c'est limité. Nous ne savons pas dans quelle mesure. Pour moi, il y avait un article dans le Jérusalem Post écrit par David Weinberg. Peut-être es-tu d'accord, Shoshana. J'ai pensé que l'affaiblissement économique et le fait que Trump cherchait à gagner du temps étaient liés, car il a apparemment envoyé de nouvelles conditions la semaine dernière. Il y a 2 semaines, lors d'un appel Zoom ou autre, il a suggéré que tout le monde rejoigne les accords d'Abraham. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a une méthode derrière ce qui ressemble à de la folie? Je veux encore lui accorder le bénéfice du doute, pensant qu'il joue avec eux comme ils l'ont fait avec tout le monde pendant des décennies. Je suis sûre qu'il y a une méthode dans sa folie. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit complètement chaotique. Je suis certaine qu'il a une méthode dans sa folie. Je me sens vraiment, tu sais, partagée entre croire que tout se passe comme prévu et avoir l'impression qu'il se lève le matin et qu'il improvise. Oui, Mathur, je ressens la même chose. Pour de vrai, comme si tu le vois dans une interview, Je ressens la même chose, comme quelle fonction dans ce cerveau parfois? Et en même temps, il semble être très stratégique sur le long terme. Donc, je trouve ça fascinant que cela se produise. Et le reste du monde est presque complètement silencieux. Comme- Il n'y a rien de sécuritaire qui se passe à l'ONU et il n'y a pas de réunion non plus. C'est comme si tout le monde restait en retrait en se disant « on verra bien ce qui va se passer », ce que je trouve absolument fascinant. On dirait qu'il n'y a que 3 acteurs mondiaux importants actuellement, même si c'est faux. Russie, Ukraine, Chine, Congo, tout se déroule en même temps. Mais la seule chose qui se passe sur l'écran principal, disons, c'est les États-Unis, Israël et l'Iran. Et pourtant, tout le monde semble rester en retrait et regarder le spectacle, du moins publiquement. Donc, d'un côté, je me dis juste que je ne sais pas ce qui se passe. Et je suppose qu'on verra bien ce qui va se passer.
D'un autre côté, je pense vraiment qu'au final, oui, il y a un plan. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait et que je ne suis pas d'accord avec la façon dont il choisit de faire les choses, je pense qu'au final, il y a un plan sur lequel ils travaillent tous les deux ensemble. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Pour moi, mais il n'y a pas de, vous savez, quand il dit va te faire voir B, blablabla, je pense qu'ils sont d'accord à 90%. Eh bien, même s'il fait ça, je pense que ça pourrait faire partie du théâtre. Mais ce qui est réel, c'est le fait que depuis le soi-disant cessez-le-feu avec le Liban, qui, on le sait tous, est du pipeau, nous avons eu 31 soldats tués pendant ce cessez-le-feu. Par des drones bon marché, nos garçons et nos filles se font tuer par des drones bon marché pendant le soi-disant cessez-le-feu. Et pendant tout ce temps, nous avons eu les mains liées dans le dos. Nous avons les communautés du nord d'Israël qui ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas relancer leurs entreprises. Après 2 ans et demi de guerre, ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Et tout cela a recommencé parce qu'Israël a décidé d'aller au cœur du territoire du Hezbollah à Daïa et à Beyrouth et de dire ça suffit. Nos garçons ne peuvent pas être des cibles faciles à la frontière à cause de vos soi-disant négociations. Et ce qui est intéressant, c'est que Aoun, le président du Liban, a dit il y a seulement 2 jours, et peut-être encore une fois, tout est une question de timing. Il y a seulement 2 jours, il a dit le Hezbollah n'est pas le souverain de notre pays. Nous sommes les souverains de notre propre pays. Le corps des gardiens de la révolution iranienne, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'approuvent pas cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas votre pays, c'est notre pays, c'est notre obligation. Ce n'est pas votre rôle d'interférer dans notre pays. Je rejette totalement cette déclaration parce que notre peuple est tué, notre peuple et nos maisons sont détruites. Ils utilisent le Liban comme monnaie d'échange dans leurs négociations avec les États-Unis. C'est inacceptable. Penses-tu que cela pourrait être lié, Émilie? Est-ce que tu vois cela comme un fait? Que peut-être le Liban se rapprochait peut-être trop d'une coopération avec Israël pour se débarrasser du Hezbollah? Eh bien, c'est la méthode de la République islamique, tu sais, depuis le premier jour. Je veux dire, une partie de la raison pour laquelle ils ont aidé à orchestrer le 7 octobre était en réponse aux accords d'Abraham. Ils voulaient activement empêcher la paix. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, bien sûr, il y a un élément de cela. Et chaque fois qu'il y a une suggestion ou un progrès vers la paix ou la normalisation dans la région, la République islamique est là pour essayer de le perturber. Donc, je suis sûre qu'il y a un élément de cela. Mais ils essaient de lier le front avec le Hezbollah à leur propre conflit. Vous savez, depuis que la discussion des négociations a même été évoquée. Et ça aussi, je pense que c'est une erreur stratégique dans la façon dont l'administration Trump l'a formulée et dans ce qu'ils ont laissé le public croire, même si en coulisses, c'est différent. La façon dont Trump a permis à la République islamique de donner l'impression qu'elle peut dicter sa loi à un autre pays souverain indépendant qui, franchement, est occupé par un régime islamique, c'est vraiment honteux. Ce n'est pas quelque chose que les présidents américains devraient permettre, surtout pour une organisation terroriste qui tire activement sur le plus grand allié des États-Unis, en particulier dans la région. Donc, je pense que c'est vraiment irresponsable la façon dont Trump a géré cela, au moins dans la manière dont il a formulé le problème. Et je ne pense pas que qui que ce soit devrait accorder à la République islamique la moindre indulgence ou marge de manœuvre lorsqu'il s'agit d'interférer dans, vous savez, les affaires d'autres pays étrangers. Et j'étais très heureuse de voir le président libanais réagir précisément à ce discours. Espérons que cela continue. Je sais que le Liban est en faillite à cause de la République islamique, mais j'espère qu'on pourra reconstruire ici. Au moins, ces discussions peuvent être productives. Je crois vraiment en un avenir avec le Liban, mais cela demande aussi d'éliminer le Hezbollah. Exactement. Et je veux dire, nous n'avons jamais eu de différend territorial avec le Liban. C'est ce que les gens ne semblent pas comprendre. Tout est idéologique. D'abord, c'était la direction palestinienne qui s'est installée là-bas, et puis quand ils ont été expulsés de là, ou qu'ils se sont dispersés et sont revenus ici, malheureusement. Ensuite, c'est le Hezbollah qui a commencé. Mais Lily, qu'est-ce que ça te fait, à toi et à la communauté iranienne, quand tu entends Trump, il y a moins d'une semaine, dire « Oui, je vais m'asseoir avec Moshe Tabar, je vais m'asseoir avec elle. J'ai parlé avec le Hezbollah. » Tu le crois? Ou tu te dis « Mon Dieu, où est-ce qu'il se trompe? » Non, honnêtement, je pense que c'est surtout son côté spectacle, pour ses propres raisons personnelles. Je veux dire,
S'il est un homme qui a vraiment assez de pouvoir dans le monde pour décider de ce qui va se passer et où, et s'il a besoin de rire pendant que nous sommes tous dans la misère et l'incertitude, il le fera. Laissez-le faire. Cette part menaçante. Au moins, c'est l'exutoire que recherche cet homme puissant en ne menaçant que par les mots. Mais dans les actes, le mouvement contre la République islamique a continué. Il ne s'est pas arrêté. La campagne de bombardement et tous les mouvements dans le Golfe Persique n'ont pas cessé. Toutes les pressions contre ce régime n'ont pas cessé. La valeur du rial n'a pas augmenté d'un seul dixième, ni même d'une fraction de dixième, n'est-ce pas? Non. Donc, ce régime est dans une situation bien pire avant la mort de Khamenei qu'il ne l'était avant la mort de Khamenei, il y a 101 jours jusqu'à maintenant. Donc, chaque jour qui passe, ils deviennent de plus en plus faibles, au point qu'ils... Alors que le peuple iranien n'a pas de pain, n'a pas de pétrole, n'a même pas les besoins les plus élémentaires pour survivre, alors qu'ils vivent sur l'une des terres les plus fertiles et dans l'un des pays les plus riches du monde. Dans le monde, vivant dans une pauvreté absolue et forcée, alors qu'ils habitent dans des maisons qui ressemblent à des palais. Les gens n'ont pas de quoi manger. Leur électricité est souvent coupée pendant de longues heures chaque jour. Et puis ce régime va défendre et tenter de venger la mort de ceux du Hezbollah qui ont péri. Ils ont fait disparaître 100 000 Iraniens en l'espace de 48 heures. À chaque fois qu'un membre du régime disparaît, nous, le peuple iranien, nous nous réjouissons. Le peuple iranien se réjouit. Aucune autre façon de le dire. Je partage votre optimisme que tôt ou tard, le mouvement a commencé pour se débarrasser du régime. Je partage cet optimisme. Et j'ai toujours dit que cela pourrait prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'est en marche, ou cela pourrait être plus long. Mais cela a été mis en marche principalement. C'est très déprimant de penser à plus de personnes qui meurent de tous les côtés ici et en Iran surtout. Mais je suppose que c'est ce que nous avons. Et en parlant de crapules, passons à notre préféré. Et chaque semaine, nous en avons de plus en plus crapules de la semaine. Alors, Shoshana, commençons par toi. Qui est ta crapule cette semaine? Ma crapule cette semaine, sans surprise, je dénonce encore une fois les médias grand public. Oui. Mais il s'agit de CNN et d'Isabelle Young. Je n'arrive pas à y croire. Donc elle arrive dans la vidéo et elle dit « Les combattants du Hezbollah sont très reclus, mais nous avons réussi à obtenir une vidéo, une interview avec lui dans un endroit isolé. » Et elle conduit à travers les champs libanais, peu importe. Et elle parle à ce type, il doit avoir dans la vingtaine, si ce n'est pas moins. Il est tout emmitouflé, évidemment. Et elle lui demande « Qu'est-ce que ça te fait de voir tes amis mourir ?» Tu as vu beaucoup de combattants mourir. Qu'est-ce que ça te fait? هذا الشيء فخر إلنا النيل واستشهد هاي نحن شهيدة نفتخر فيها إحنا هيدي عقيدة ماشيين عليها ونحن عم نودي فيها على الوطن. Penses-tu qu'affronter Israël et les troupes israéliennes va rendre le Liban plus sûr? Je veux dire, ça met sûrement les Libanais encore plus en danger, sachant comment les Israéliens vont riposter. Nous sommes des martyrs, nous sommes là et nous nous battons pour notre... Oui. Quoi? Oui. Tu as un gars qui est un terroriste et tu ne lui demandes pas pourquoi as-tu attaqué le 8 octobre? Tu ne lui demandes pas pourquoi fais-tu sombrer le Liban? Tu ne lui dis pas que sans le Hezbollah, Libanais et Israël auraient la paix. Tu lui demandes juste ce que ça fait de voir ses amis mourir. Il répond que sans le Hezbollah, il n'y aurait pas de paix au Liban et débite ses absurdités. Elle le contredit à peine. Elle dit « Eh bien, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes la raison pour laquelle il n'y a pas de paix? » Ce n'est pas vrai. D'accord. Comment peux-tu être journaliste? La personne qui a interviewé Trump cette semaine l'a suffisamment contredit pour qu'il se lève et parte. Mais comment fais-tu pour obtenir une conversation avec un terroriste libanais et simplement lui offrir une plateforme pour dire « Eh bien, soit nous mourons, soit nous perdons », comme s'il s'en fichait. C'est la meilleure partie. Ils essaient de prendre notre terre. Elle ne le dit pas. Quelle terre as-tu? Quelle terre? Prends ta terre. Ils n'étaient pas sur ta terre avant le 7 octobre, avant le 8, et toi? Et toi, quoi? Elle ne dit pas un mot. Elle te raconte juste des contes de fées. C'est leur plateforme.
Je me demande jusqu'où ils peuvent aller. Il n'y a pas de limite ni de fond. Les médias traditionnels continuent sans cesse. Tu as tellement raison. Ils ont presque rendu tout ça sexy. Oh, c'est sexy d'être un terroriste du Hezbollah. Je vais en Iran. As-tu vu les gens des médias traditionnels en Iran? Regarde les cafés, regarde les gens dans la rue, le gars de Channel 4, Krishna, avec qui j'ai débattu plusieurs fois. Regarde, les cafés sont pleins de gens qui doutent de ce qui se passe. Honnêtement, c'est de la propagande. Nous sommes à l'époque de Goebbels, d'Hitler. Tout le monde fait passer les terroristes pour des héros glamour. C'est honteux, honteux. C'est absurde, comme si elle allait passer du temps avec quelqu'un qu'elle admire et veut écouter. Oui, oui, et ils l'ont fait, non? C'est une chose si elle y va, si elle le fait, mais quelqu'un à CNN aurait dû dire, tu sais, je ne pense pas que ce soit ce que nous devrions regarder. Ou peut-être qu'il faudrait ajouter quelque chose. Rien. Juste lui donner une tribune. Oui, mais nous avons vu Christiane Amanpour faire la même chose avec les dirigeants. Encore une fois, en donnant l'impression qu'ils sont les victimes et les héros. Il n'y a pas assez de mots pour ces gens-là. D'accord, Émilie, qui est ton salaud cette semaine? Eh bien, mon salaud, et en vérité, ça aurait pu être beaucoup de candidats démocrates différents, oui, sur mon émission Accès à la vérité cette semaine. Mais le salaud que j'ai choisi pour cette rubrique, c'est le docteur Adam Hamaoui. Il est maintenant le candidat démocrate au Congrès. C'est le Congrès ou le Sénat? L'un des deux. Les deux sont mauvais. Les deux options sont mauvaises. Il va maintenant se présenter à l'élection générale du New Jersey pour un siège au Congrès. Et ce type est vraiment, vraiment un problème. C'est un ancien ami proche et confident du cher aveugle, qui a ensuite été condamné pour son implication dans l'attentat du World Trade Center en 1993. Il a également, Adam Hamaoui, je devrais préciser, pas le cher aveugle, il a également témoigné lors du procès du cher aveugle en faveur du cher aveugle. Donc il y a ça aussi. En plus de cela, il est allé en Bosnie pendant, vous savez, tout le génocide qui s'y déroulait. Il est allé en Bosnie et s'est porté volontaire pour combattre ou être impliqué d'une manière ou d'une autre, officiellement, avec ce qui était essentiellement une branche d'Al-Qaïda. Ensuite, il est retourné aux États-Unis, a travaillé un certain temps, et ce n'est qu'en 2024 qu'il est reparti au Moyen-Orient. Il était à Gaza, où il travaillait comme médecin bénévole dans l'un des hôpitaux, où bien sûr, il n'a rien vu d'anormal. Rien du tout. Bien sûr, il n'a jamais vu de terroristes du Hamas à l'intérieur, sans parler du fait qu'il travaillait précisément dans l'hôpital sous lequel Mohamed Sinwar se cachait. Mais bien sûr, on est censé croire qu'il n'a jamais rien vu, n'est-ce pas? Il a aussi demandé des embargos sur les armes contre Israël et s'est opposé au financement du dôme de fer, qui est uniquement défensif. Cet homme souhaite simplement que davantage de Juifs meurent, ce qui n'est pas surprenant. C'est malheureusement une nouvelle position du Parti démocrate aux États-Unis. J'espère qu'ils prendront leur distance avec ce discours, car cela ne va pas du tout dans la bonne direction. Mais malgré tout, mon salaud de la semaine est le docteur Hamaoui. Je pense qu'il devrait être complètement retiré de l'élection. Ce serait la chose responsable à faire, parce que je ne peux pas imaginer qu'une personne comme ça, qui a été une partisane explicite du terrorisme et qui est associée à des terroristes, puisse siéger au Congrès. Je veux dire, c'est fou, complètement fou. C'est absolument insensé. Et c'est du même niveau qu'un type avec un tatouage nazi et un homme qui abuse des femmes qui se présentent aussi chez les démocrates. On dirait que les nazis ont pris le contrôle du Parti démocrate. C'est tellement déprimant, c'est ridicule. Je sais qu'il y a d'excellents démocrates, mais ils perdent leur parti. Les républicains ont aussi de l'antisémitisme, mais eux le combattent. Ils luttent contre ça. Je pense que les démocrates se sont tout simplement laissés faire. Oui, c'est très effrayant ce qui se passe. Je veux dire, il y a aussi des gens complètement fous à droite, comme on le sait. Il ne manque pas de cinglés des deux côtés. Mais les personnes que les Democratic Socialists of America, DSA, soutiennent et présentent intentionnellement sont des extrémistes. Ils étaient marginaux et prennent désormais le dessus sur les démocrates qui aiment l'Amérique et veulent améliorer les États-Unis, même sans être d'accord avec les républicains. Ce n'est pas le cas de ces gens-là. Des personnes comme Haman, ce ne sont pas des gens qui veulent améliorer l'Amérique, ce sont des gens qui veulent détruire l'Amérique. Et ils ont aussi banalisé leur antisémitisme. Quel sale type fantastique. Espérons qu'ils perdent. Que Dieu nous aide. Lily, qui est ton sale type cette semaine? Tu es prête?
Alors, il y a un chef du Parti vert au Royaume-Uni, Zach Pulinski. Oh, On le déteste. On le déteste. il me rend folle. Et cet homme est un communiste homosexuel. C'est tellement paradoxal. À Egei Hames H, il ne sait pas. C'est comme si Khomeini avait lancé la guerre transpacte parce qu'il voulait être homosexuel, mais seulement avec une personne trans. Donc, pour que ce soit musulman. D'accord, apparemment. Donc, en Iran, si un homme gay est surpris en flagrant délit, l'un d'eux doit choisir de se transformer. Sinon, ils seront tous les deux condamnés à mort, puis ils se marieront. Alors, souvenez-vous, Zach Polinski, pendant ces 6 derniers mois, s'est assuré d'être en tête d'affiche de nombreuses campagnes à Londres, où le drapeau de la République islamique a été fièrement brandi partout. Je me demande qui paie pour tout ça. Et il a été la tête d'affiche, le plus grand nom de Hope Not Hate, qui est ce parti ou ce mouvement pour l'ouverture des frontières. Pourtant, il veut surveiller de près tous les membres du public britannique qui ont déjà visité Israël ou qui ont, d'une manière ou d'une autre, de la sympathie pour Israël. Les sionistes doivent être surveillés de près. Il pense qu'il est dans la République islamique. C'est littéralement une honte, et c'est un dirigeant d'un parti parlementaire britannique. Triste. Mais tu sais, au moins nous sommes là pour le dénoncer. Oui, mais tu sais quoi? Il n'est pas seulement gay, il est juif, Lily, et il a complètement tourné le dos à sa famille, à sa communauté. On l'a vu il y a seulement 2 jours avec un t-shirt disant « Libérez Marwan Barghouti, un meurtrier et un terroriste ». C'est un juif qui s'est retourné contre son propre peuple. Un jour, il sera expulsé par les islamistes ou autres. Le public ne peut pas voter. Les antisémites. Mon Dieu, oui. Oui, on ne peut pas dire assez de mal, Lily, sur Zach Polanski. Je veux dire, c'est un acteur raté, un hypnotiseur raté, un vrai loser. Il ne sait pas s'habiller, il ressemble à Bugs Bunny ou Dingo. Et en plus de ça, c'est un juif qui se déteste lui-même. Donc, c'est vraiment un sale type pour la 2e fois. Et je suppose que tant qu'il ne sera pas expulsé par les islamistes, il continuera d'orner notre rubrique du sale type de la semaine. D'accord. Maintenant, mon sale type de la semaine, il représente une catégorie de personnes qu'on appelle les universitaires israéliens extrémistes de gauche ratés qui quittent Israël parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir un poste permanent ici. Parce que, vous savez, nous avons beaucoup de gens intelligents, donc il y a beaucoup de concurrence. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans ces universités partout dans le monde. Et bien sûr, les universités woke adorent plus que tout embaucher et titulariser un Israélien qui débite des absurdités anti-israéliennes. Et ensuite, ils disent « mais c'est un Israélien ». Alan Dershowitz en parle justement. Il explique qu'il existe toute une catégorie de ces universitaires israéliens dont le seul but est de prétendre représenter ce qui se passe ici. Et ils ne représentent personne à part eux-mêmes, qui se détestent. Et ils ne peuvent pas retourner dans le pays parce que personne ici ne leur adresserait la parole. L'un de ces personnages s'appelle Shayel Ben Ephraim. Et je refuse de suivre ces haineux, mais il continue d'apparaître sur mon X. Et chaque fois que je le lis, j'ai envie de vomir parce qu'il se dit ancien diplomate. Je ne sais pas qui l'a employé. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est une sorte d'universitaire. C'est surtout un raté. Mais vous me connaissez, les filles, et j'adore un salaud avec une fin heureuse. Et même si ce type crache son venin sur le peuple juif et Israël, je continue de le troller en disant « Tu n'es pas juif, dégage d'ici, je t'ai expulsé de la tente ». J'adore son dernier tweet parce qu'il montre à quel point il est ignorant de ce qu'est vraiment l'antisémitisme. En tant qu'Israélien, il ne comprend pas l'antisémitisme. Et donc, c'est la fin heureuse pour ce sale type. J'ai sacrifié des amis, ma famille, ma communauté et très probablement la possibilité de retourner chez moi afin de défendre les Palestiniens contre Israël. Ne t'inquiète pas, Shayel, je veillerai à ce que tu ne rentres pas. J'ai dépensé des milliers de dollars de mon propre argent et j'ai récolté bien plus encore pour Gaza. Oui, c'est allé au Hamas. Et je me suis retrouvée attaquée de façon tellement violente par des personnes censées être pro-palestiniennes. Chiel, tu te rends compte maintenant qu'ils te détestent parce que tu es juive? D'accord, continuons.
Tu donnes vraiment un exemple que personne ne devrait jamais suivre. Non, ils ne devraient pas, Chiel, parce que tu es une idiote. Ou alors ils paieront un prix terrible et seront complètement isolés. Chiel, tu l'étais déjà avant parce que tu es une perdante. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. C'était le bon choix. Non, ce ne l'était pas, idiote. Mais ça a été coûteux. Eh bien, bravo pour ta fan heureuse. Tu es une idiote si tu ne comprends toujours pas ce qu'est l'anti-antisémitisme. Si tu ne comprends toujours pas qu'il n'existe pas de bon type de juif, si tu continues à te plier en quatre pour être accepté par une communauté qui te déteste pour ce que tu es. Alors, Shaïel Ben Ephraim, qui que tu sois, tu es une ordure, une ratée et l'idiote de la semaine. D'accord. Au fait, Shaïel n'est en réalité plus universitaire. Il a été renvoyé de l'UCLA pour harcèlement sexuel. Il y a eu... Pas mal d'accusations. Fantastique. Donc, celle qui se déteste elle-même est aussi une personne violente envers les femmes, comme le gars avec le tatouage nazi. Il y a toujours de la misogynie impliquée. C'est incroyable comme il y a toujours de la misogynie avec ces gens-là. C'est un agresseur. Pas seulement ça. Donc, c'était aussi lui que Romed Monitor avait désigné comme étant la source. Oui, ils n'en ont aucune idée. Il n'a pas été en Israël depuis combien de temps? C'est absurde. Oui, Shaïel était la principale source très fiable de l'article du New York Times sur le viol de chiens, ainsi que d'Euromed, qui est financé par tous les islamistes. Donc oui, c'est le genre de personne qu'il est. Mais je suis juste contente que tout le monde le déteste, y compris le camp auquel il est censé appartenir. Cela montre qu'une seule personne peut causer d'énormes dégâts? Oui. Parce que cette seule personne devient la source pour plusieurs endroits? Oui. Ceux qui veulent prouver qu'Israël est mauvais s'attaquent toujours à cette personne. Bien sûr. Quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a le désir de jouer ou d'utiliser, vous savez, son judaïsme ou son identité israélienne pour devenir célèbre, peut causer énormément de dégâts. Ce qui est problématique pour des gens comme nous qui refusons de croire qu'une seule personne puisse faire autant de mal. Pourtant, le monde le recherche. Mais toi, tu ne veux pas dire? La personne que tu ne... Le New York Times. Oui, mais plus que ça. D'un gars qui est un loser et qui veut. Mais malheureusement, Shoshana, ce n'est pas qu'un seul gars. Il y a plein de ces universitaires israéliens. Maintenant, il est un universitaire discrédité et il a été viré, Dieu merci. Et maintenant, il a même perdu ses amis pro-palestiniens, c'est encore mieux. Mais il y a plein d'universitaires israéliens ratés qui n'ont pas pu trouver de travail ici et sont partis en Amérique. Et certains départements d'études juives, d'études sur Israël ou d'études sur le Moyen-Orient, anti-sionistes et anti-Israël, leur ont donné un emploi. À cause de qui ils sont, des Israéliens qui se détestent eux-mêmes. Ça arrive partout. Je me souviens d'une réunion avec une grande organisation américaine contre l'antisémitisme. Ils m'ont d'abord demandé « Pouvez-vous reprendre ces universitaires israéliens? Ils causent beaucoup de dégâts. » C'est un exemple. De toute façon, que peut-on faire? Imprégnons-nous d'un peu plus d'ondes positives en cette journée et cette semaine très difficiles et parlons de nos héros. Et il y en a toujours beaucoup. D'accord, Lily, commençons par toi. Qui est ton héros cette semaine? Je ne veux pas dire que c'est un cliché, mais ce sont les gens d'Iran. Avec toute la douleur, tout le sang qu'ils ont vu couler. Ils ont organisé les funérailles de dizaines de milliers de personnes et ils ont dansé sur la tombe de nos héros. Pour les larmes silencieuses des mamans iraniennes. Et pour l'Iran, pour les mères israéliennes qui étaient enceintes, se filmaient en vidéo, couraient vers les abris, disant qu'elles étaient prêtes à être là pour vous. Donc, pour les mères de nos nations, ce sont mes héroïnes. C'est magnifique, Lily. Elles ont été très résilientes, si on parle de résilience. Les Iraniennes, elles n'abandonnent pas leur combat pour retrouver leur liberté. Et nous devons faire tout notre possible pour les aider dans cette lutte. Émilie, qui est ton héroïne cette semaine? Je t'aime. Mon héros cette semaine est donc quelqu'un dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Et je vais choisir le président du Liban, le président Aoun. Je pense qu'il a subi une pression énorme. Et même si je ne suis certainement pas d'accord avec tout ce qu'il a dit à propos d'Israël, la façon dont il a tenu bon, d'une manière que les administrations précédentes n'ont pas pu faire, est très courageuse.
Plus il agit ainsi, plus il risque sa vie. Oui. Nous savons que le Hezbollah a assassiné des responsables libanais, des dirigeants libanais, vous savez, de l'État, même par le passé. Donc ce qu'il fait représente un risque très sérieux. Et je pense que cela devrait être salué. Et je pense que le fait qu'il dénonce la République islamique pour ses tentatives constantes de s'immiscer et de déstabiliser l'État libanais est exactement ce dont on a besoin. C'est aussi ce dont l'Occident a besoin comme rappel à la réalité. Les gens ne comprennent pas qu'il existe en réalité un assez large consensus à travers le Moyen-Orient, entre Israël, les États arabes et même le peuple iranien, sur la manière de gérer certaines de ces situations. Et l'Occident semble simplement avoir sa propre idée sur la façon de gérer cela. Et cela implique généralement des concessions, des négociations et une forme d'apaisement, ce qui peut avoir sa place dans certains cas, mais ce n'est pas le moment en ce qui concerne la République islamique, certainement pas pour traiter avec le Hezbollah. Donc le président du Liban est mon héros cette semaine. Je suis d'accord avec toi, Émilie. Il subit une pression énorme, il risque sa vie. Et j'ai aimé la façon dont il a dit, tu sais, Qassem n'est pas le dirigeant du Liban. Il s'en est même pris à eux personnellement en disant, vous n'êtes pas les souverains de notre pays. En gros, il les a traités d'occupants. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un chef de gouvernement au Liban. Donc, je pense qu'il est prêt. Nous avons commencé les négociations avec eux. Il n'y a absolument aucun conflit territorial avec eux. Ils ont juste besoin de se débarrasser du poison dans leur pays. Et ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions éliminer le poison à Téhéran. Mais voilà, vous savez, C'est tellement drôle. J'entends de nombreuses voix anti-Israël commenter sur le Liban et affirmer qu'Israël veut la guerre avec tout le monde. BH veut la guerre. Et ils veulent le Grand Israël. Et je me dis, vraiment, où est le Grand Israël? au Liban, Quel territoire cherchons-nous à obtenir au Liban? À quoi fais-tu référence? oui. C'est absolument n'importe quoi. Il n'y a aucun différent territorial. Et aussi, je crois que je viens de lire que 82% des Libanais veulent en fait la paix avec Israël. Je crois que c'est sorti il y a quelques jours. Ils ont fait un sondage. Et la majorité n'a pas de problème avec nous. Ils veulent juste une paix tranquille. Les Libanais aiment avoir une belle vie, tout comme les Israéliens. Ils veulent sortir, s'amuser, passer du temps avec leur famille. Et voilà. Bref, héroïne à l'honneur, Shoshana, qui est ton héros? Mon héroïne cette semaine. Nous ne connaissons pas son nom car il n'est pas publié, parce qu'elle est la première femme à réussir le cours de la Sayeret Matkal, qui est une unité de combat d'élite dans les FDI pour laquelle des femmes ont effectivement été qualifiées. Personne n'avait jamais terminé cet entraînement très intense. Elle est la première femme à réussir. Et je veux dire que je ne suis pas quelqu'un qui pense que les femmes devraient absolument être partout où les hommes sont. Je n'ai pas, vous savez, d'affirmation générale comme ça. Mais je vois les conséquences négatives quand les femmes ne sont pas là où elles devraient être et où elles pourraient être d'une aide précieuse. Être un bon soldat, ce n'est pas seulement être fort ou grand. Il existe de nombreuses formes de force. Si nous utilisions plus les forces des femmes, nous aurions sûrement moins à parler des guerres des hommes. D'accord. Chaque semaine, nous n'aurions pas à parler de ces hommes et de ceux qui font constamment la guerre à d'autres hommes. Et à quoi pensent-ils dans leur petite tête? Donc, je suis très, très fière d'elle d'avoir brisé ce plafond de verre, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, et d'avoir réussi la formation. Il y a une superbe photo où ils sont tous flous. Les visages sont tous floutés, mais il n'y a que des torses nus et un seul t-shirt. Et c'est elle qui porte le t-shirt. Elle n'allait quand même pas être torse nu. Mais je pense que lorsque les femmes peuvent être autour des tables, que ce soit des tables diplomatiques, militaires ou stratégiques, les choses s'améliorent. Alors je lui souhaite bonne chance. Si Dieu le veut, elle sera saine et sauve en protégeant son peuple comme ses frères. Amen, vous savez, c'est comme si elle était notre G.I. Jane. Vous savez, la semaine dernière, j'ai été invitée à un événement religieux. La chaîne hébraïque Shrogim. Srogiem. Nous avions un débat sur les femmes dans les unités de combat. Une femme affirmait que les femmes ne devraient pas aller dans les unités de combat et que l'armée les manipule à cet effet. Je me disais, une femme qui va au combat, c'est parce qu'elle veut vraiment y aller. Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Elle n'irait pas non plus. Je leur ai dit, savez-vous ce que j'ai dit à cette femme? Il y a 100 ans, on disait que les femmes n'étaient pas censées faire de la politique. Il y a 100 ans, on disait que les femmes n'étaient pas censées être médecins. On nous a dit pour beaucoup de domaines que les femmes n'y avaient pas leur place.
Et à mesure que les guerres deviennent de plus en plus technologiques, et comme tu l'as dit, Shoshana, il y a différentes forces que les femmes possèdent et qui peuvent aussi être utilisées sur le champ de bataille. Donc je trouve ça fantastique. Il y a beaucoup de débats négatifs à ce sujet en Israël, mais je pense qu'on doit continuer à défendre la place des femmes partout où elles veulent être et où elles en sont capables. Donc oui, une héroïne fantastique, G.I. Jane, notre G.I. Jane israélienne. D'accord, mon héroïne est désormais une personne réelle que j'ai eu la chance de rencontrer. Comme certaines d'entre vous le savent, j'ai participé pour la première fois à la marche d'Israël à New York la semaine dernière, et c'était vraiment une expérience. Je suis montée sur 3 chars, j'étais la reine des chars, je n'étais jamais montée sur un char de ma vie. Ne jamais être montée sur un char a été un vrai traumatisme pour moi. Je me suis dit que j'allais monter sur un maximum de chars et je me suis bien amusée. Au début, je marchais avec la gouverneure de New York et d'autres politiciens. Et il y avait un gars qui est devenu viral depuis parce qu'il enregistrait sa propre vidéo. Et ensuite, j'ai enregistré ceci avec lui. Regardez. Je suis ici avec le leader des Jordaniens. Hassan, Hassan, tu sais quoi? Hassan, tu sais quoi? Dis-nous qui tu es. Allah, je viens de... Le leader de la foule, Benny Hassan. Benny Hassan, 1 million de personnes en Jordanie. C'est pourquoi je viens ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens aujourd'hui. Et quel est votre message? Mon message est très clair. Nous devons créer un nouveau Moyen-Orient. Nous sommes au Moyen-Orient. Le peuple juif en a assez. Et maintenant, nous devons trouver un partenaire et faire de l'avenir du Moyen-Orient un bon partenariat. C'est pourquoi nous en avons besoin. Nous n'avons plus besoin de discours de haine, plus de terreur, plus de sang versé. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi je viens. C'est pourquoi je viens. Je viens. C'est pourquoi je viens. Je viens vers vous pour vous rejoindre. Sanbe, l'association Al-Waldi Wal. Avec tout le monde ensemble, main dans la main, c'est ce dont nous avons besoin. D'accord, donc ce personnage s'appelle Abedallah, non Abedallah al-Mala. Et comme vous venez de l'entendre, il est comme moi de la tribu Hassan. Tout comme moi, il vient de Jordanie. Moi, je viens du Jabal al-Hassan. Bref, mais ce gars est en gros, comme vous l'avez entendu, un chef tribal de quelques millions de Jordaniens. Et il s'est envolé pour la marche du jour d'Israël à New York dans sa tenue traditionnelle avec un seul message: assez de guerre avec Israël, nous sommes Jordaniens, nous devons faire la paix, le Moyen-Orient doit faire la paix. Et c'était son message. Et honnêtement, il s'est filmé lui-même. La vidéo est devenue virale. Quelqu'un l'a vue et tous mes amis disaient: ce n'est pas toi à côté de lui? J'ai dit: oui, c'est moi. Et j'ai juste pensé, quel geste magnifique après avoir été boycotté par Mandani. Quel geste magnifique de voir un homme en tenue tribale jordanienne traditionnelle défiler avec les Juifs juste derrière la gouverneure de New York. C'est un homme courageux et c'est un héros. Donc oui, c'est mon héros. C'est triste qu'on soit considéré comme un héros juste pour avoir dit quelque chose de vrai ou quelque chose comme ça. Je sais. Tu sais ce que tu crois être le mieux pour ton peuple? Oui. Le président du Liban a cet homme de Jordanie. Exactement. Abedallah Abdallah al-Mela, c'est lui mon héros de la semaine. Merci à tous de nous avoir regardés. Ça a déjà été, vous savez, une sacrée semaine. Nous prions pour que le régime tombe chaque minute de chaque jour. Nous devons faire cette prière parce qu'ils sont la source de tout le mal. Et une fois qu'ils seront partis, nous pourrons espérer un Moyen-Orient prospère et paisible. Nous prions pour protéger nos soldats et le peuple iranien. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.